Coucou, hein, c'est moi Rebecca, donc j'espère que cette vidéo vous plaît et on est toujours au stade de l'exécution du contrat, au stade de l'exception du contrat et on voit justement les effets relatifs et pas translatifs au contrat qui portent justement sur les obligations et les effets que ce contrat principal peut avoir envers les tiers. J'ai dû juste arrêter la vidéo parce qu'elle était un petit peu trop longue à charger. Elle faisait déjà 30 minutes. Je parle beaucoup. Et donc, du coup, à côté de la promesse de portefort, dans les obligations à la dette et dans les obligations relatives aussi à la créance qui n'a pas été réglée, vous avez la stipulation pour autrui. C'est un mécanisme qui se distingue et n'oubliez pas aussi qu'on a vu l'action oblique et l'action directe. Juste pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, hein, l'action polienne, je ne l'ai pas encore faite, mais normalement, quand on étudie le droit des contrats de cette façon, on doit faire un parallèle entre l'action oblique et l'action polienne. Polienne, P-A-U-L-I-E-2-N-E. Enfin bref, nonobstant à ce qui précède, ça c'est ma petite phrase fétiche, j'aime trop dire ça. Bref, la stipulation pour autrui, effectivement, a été consacrée comme étant une exception qui a des limites au principe de l'effet relatif au contrat prévu par l'article 1205, alinéa 1er. Là, en ce qui concerne la chose, elle dispose que l'on peut stipuler pour autrui. Stipuler, ça veut dire on peut s'engager pour autrui, mais c'est pas vraiment un engagement fort. C'est une promesse, c'est-à-dire je sais qu'il y a telle obligation. Je vais voir si j'arrive à la remplir, mais à certaines conditions. Il y a des conditions de validité qui s'y attachent. Ok. Donc, du coup, classiquement, il vaut mieux passer déjà par la définition. Juste 5 minutes, je reprends mon souffle. Donc, classiquement, on va voir la définition. Effectivement, la stipulation pour autrui est un mécanisme contractuel. Un mécanisme contractuel, c'est-à-dire qui s'intègre au sein d'un contrat. Il peut être formé à lui seul, ce contrat, comme le nom le suggère, et seulement, du coup, d'un contrat pour un autre. La stipulation pour autrui est donc un contrat ou une clause d'un contrat par lequel l'un des co-contractants, le stipulant, fait promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers. Le tiers qui en devient donc le bénéficiaire au regard de l'article 1205 alinéa 2. Je reprends. La stipulation pour autrui est un contrat. Ce contrat par lequel des co-contractants, donc plusieurs personnes, deux ou plusieurs personnes, appelés le stipulant, donc moi je suis A, et je demande à ce que quelqu'un, appelé le tiers, donc celui sur lequel du coup va reposer la charge de la dette à moitié, va se dire que ça sera à son profit du bénéficiaire de remplir l'obligation de faire. De cette façon, c'est un mécanisme à 3 personnes. Et c'est de là qu'il y a la grande originalité.
Ce mécanisme de 3 personnes avec le bénéficiaire n'est pas qui le bénéficiaire à la base, lui, il n'est pas une partie au contrat qui fonde la stipulation pour autrui sur le contrat bipartite. Ce contrat va donc créer une créance au profit d'un tiers. Je vous donne des exemples, ne vous inquiétez pas. Et lorsque l'on nomme le bénéficiaire, on verra que lui, il sera libre donc d'accepter ou de refuser le bénéfice de la stipulation pour autrui. Il s'agit d'une exception qui est limitée par le principe de l'effet relatif au contrat, parce que le tiers devient une partie au contrat au lieu que, à la base, en fait, qu'il ne l'en soit pas. Le tiers bénéficiaire, normalement, il est exclu de cette chaîne d'obligations. Cette fois-ci, il en est inclus. Cette condition, par définition, a des conditions effectivement de validité. C'est-à-dire que, effectivement, vous avez l'article 1205 alinéa 1er, mais vous avez également des conditions qui sont fixées pour le fondement même du contrat. La stipulation pour autrui a pour fondement un contrat qui est naturellement soumise à des conditions classiques de validité et qui s'opposent au contrat. Ici, le consentement du bénéficiaire, c'est-à-dire le tiers au contrat, de la stipulation pour autrui n'est par définition pas une condition de validité. Alors que, entre le promettant et le stipulant, le consentement est une condition de validité. On me dit pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que justement, l'effet translatif, encore, c'est pas non plus inventer des choses, l'effet translatif au contrat ne s'applique pas à l'égard des tiers. Mais si le tiers est parti au contrat, alors il n'y a plus d'effet translatif, tout simplement. Bref, et donc, puisque le bénéficiaire donnait son consentement, voilà, s'il donne son consentement, il devient partie. Et bon, du coup, il ne s'agirait plus alors d'une stipulation pour autrui. En droit français, il n'existe qu'une condition de validité spécifique et qui est énoncée par l'article 1205, alinéa 1er du Code civil à ce sujet, en énonçant que le bénéficiaire de la stipulation doit être précisément désigné pour avoir des pouvoirs et être déterminé lors de l'exécution de la promesse. Alors c'est surtout la partie durant l'exécution de la promesse, parce que finalement, normalement, dans un contrat classique, c'est l'échange du consentement, la date, qui va déterminer après l'exécution du contrat, c'est-à-dire comment, a posteriori, dans l'échelonnement du temps, le contrat va avoir vocation à s'exécuter. Cette fois-ci, vu qu'il n'y a pas vraiment eu d'échange de consentement, mais juste une promesse et qu'en plus le tiers est devenu une partie hybride au contrat, on peut se dire finalement que effectivement le consentement n'est pas une condition de validité et que l'article 1205 alinéa 1er prend tout son sens. Enfin, vous avez dans la stipulation pour autrui la création de droits directs au profit du bénéficiaire. Dans cette création de droits directs pour autrui qui se place dès sa conclusion, c'est-à-dire avant même que toute acceptation fasse naître un droit direct au profit du bénéficiaire contre le promettant. 1206 alinéa 1er. Je reprends.
dans la stipulation pour autrui, vous avez le régime. Donc là, on a fini avec la définition et le fondement. On est dans le régime. Conditionnalité, on est on est dans autre chose. On est en fait, si vous voulez, après avoir dit qu'est-ce que c'est, on est à comment cela va s'appliquer concrètement. Là, on vous dit que ça va créer justement un droit direct au profit du bénéficiaire. Le bénéficiaire, c'est le tiers au contrat qui a un droit direct fondé sur le contrat. En gros, il va bénéficier de la créance. C'est un avantage pour lui, quoi. Et on vous dit qu'il va bénéficier de la créance avant même que du coup il y ait un droit direct entre le profit du bénéficiaire et du stipulant. Entre le profit du promettant et du stipulant. Le droit acquiert le bénéficiaire contre le promettant est un droit direct, car on considère qu'il n'a jamais été dans le patrimoine du stipulant, il naît directement dans le patrimoine du tiers bénéficiaire. Sans transiter par le patrimoine du stipulant. Transiter, ça veut dire sans passer par le patrimoine du stipulant. Le stipulant, c'est le créancier, ok. Le promettant, c'est le débiteur. Et là, c'est le débiteur qui demande à quelqu'un de payer pour lui. Vous comprenez? Donc du coup, là, ça fait que il y a du coup une autre obligation qui est née, qui est née du coup de ces rapports. Le droit acquiert le bénéficiaire contre le promettant qui est direct, car on considère qu'il n'a jamais été dans le patrimoine du stipulant, il naît directement dans le patrimoine du tiers bénéficiaire, sans pour autant transiter par le patrimoine du stipulant. Cela signifie que le bénéficiaire n'est donc pas l'ayant cause du stipulant, et cela a des conséquences importantes, notamment, bon, je dis ça, mais bon, ça peut avoir des conséquences assez importantes en la matière. Qui peut agir contre qui? Le bénéficiaire ayant droit direct contre le promettant, il peut naturellement agir en paiement contre celui dans sa qualité. Donc vous avez aussi en géo la dation en paiement. Le mécanisme de dation en paiement. Ça, c'est un mécanisme qu'on ne voit pas vraiment. Mais bon, bref. Alors, pour conclure un peu sur ces grands principes, et là, on aura vraiment vu l'exécution du contrat à fond, vous avez la partie sur la révocation du coup de la stipulation. Ça veut dire que révocation, je retire ma promesse, je retire ma stipulation. Techniquement, ça serait du coup le bénéficiaire tiers qui la fasse. Il aurait fait unilatéralement, c'est-à-dire sans avoir forcément le consentement du promettant et du stipulant. Le bénéficiaire, le tiers bénéficiaire aurait retiré unilatéralement sans avoir en acquérir le consentement du coup du du promettant et du stipulant. Voilà. Cette révocation, bon, elle a des choses prévues. Absence d'intention préalable à la stipulation. 1206 alinéa 2, l'auteur de la révocation, oui, le destinataire de la révocation, ce sont plus des petites conditions, voilà. La liberté de la révocation, donc là c'est quand même bien de se dire que c'est une faculté qui n'est pas discrétionnaire, qu'on peut le faire
de notre propre volonté et que surtout cette révocation a pour effet d'anéantir rétroactivement le droit du bénéficiaire contre le promettant. Je m'explique. Le tiers, initialement désigné dans la stipulation, est réputé ne jamais avoir bénéficié de ce droit. 1207, alinéa 5. Et l'auteur de la révocation peut, donc, dans son acte de révocation, désigner un nouveau bénéficiaire. Dans tous les cas, ça restera une relation tripartite, même si on a un nouveau bénéficiaire qui sera désigné. Par là, et enfin, à défaut de cette révocation et de cette désignation, le bénéficiaire de la stipulation pour autrui peut revenir sur le stipulant ou encore à ses héritiers ou ses ayants droit, ça dépend en fait, parce que si c'est une dette, les dettes en général, elles sont transmissibles. On hérite de l'actif, mais aussi du passif. Donc là, c'était juste pour illustrer les propos. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, sachez qu'à la fois, on peut révoquer la stipulation, tant bien mal qu'on ne les accepté, et que ce sont les articles 1206 et suivants qui en fixent les termes. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Et j'espère que maintenant, vous faites mieux la différence entre les faits translatifs ou les faits relatifs au contrat, que ce soit à l'égard des parties ou des tiers, dans l'exécution de leur obligation qui suppose à la fois des principes et des exceptions. Voilà, à bientôt.